cet événement au Sénat et pas dans d'autres institutions, sinon nous aurions été obligés de l'annuler comme la plupart des événements des prochaines semaines. Donc j'excuse Olivier Rittmann, qui est le président de la délégation aux entreprises et qui est très heureux avec moi d'organiser ce soir conjointement cet événement qui va donner lieu à la présentation d'une étude autour de l'usage de l'intelligence artificielle par les entreprises, dans les entreprises. Et nous sommes heureux de le faire parce que nous pensons que c'est déjà très intéressant que les institutions, les différentes institutions du Sénat travaillent ensemble et de concert, surtout quand il s'agit de de sujets assez transverses comme celui de l'intelligence artificielle. Et la délégation à la prospective a pu voir que, en fait, ce sujet embrassait très largement toutes les instances du Sénat et nous avons réussi quasiment à travailler avec tout le monde. Donc aujourd'hui, plus spécifiquement, la délégation à la prospective s'est déjà intéressée au thème de l'intelligence artificielle dans les ministères, en s'attaquant notamment aux ministères sociaux et au ministère des Finances, à traiter de l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et je vois que Anne Ventalon, qui était notre rapporteure, une de nos rapporteurs, est là ce soir. Et puis d'autres rapports sont en cours, notamment sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation avec Bernard Fiala. Vous avez aussi Sylvie Vermeillet qui avait travaillé sur le domaine des ministères. On s'attaquera demain à l'intelligence artificielle et l'environnement. Et puis peut-être que d'autres thèmes émergeront. Et bien évidemment, nous traiterons aussi de intelligence artificielle et collectivité locale. Donc à chaque fois, en fait, dans tous ces différents rapports, si vous avez pu prendre connaissance des deux premiers qui ont été rendus publics, on essaie à la fois de présenter les opportunités, mais aussi les limites au développement de l'intelligence artificielle et aux garde-fous que la puissance publique devrait mettre en place pour que son usage puisse être accepté par les citoyens. Donc ce soir, nous allons parler d'intelligence artificielle et d'entreprise. Et sans plus tarder, je laisse Michel Canvet dire quelques mots au nom de la délégation. Bien, merci Madame la Présidente de la délégation à la prospective, chers collègues, mesdames et messieurs les intervenants. Je supplée momentanément le président Olivier Rittmann qui devrait nous rejoindre d'ici peu, mais que nous pouvons commencer d'ores et déjà. Et je me réjouis de cette réunion conjointe avec la délégation à la prospective dont les travaux sur l'intelligence artificielle rejoignent aujourd'hui tout particulièrement les préoccupations de la délégation aux entreprises. Nous avions organisé une table ronde consacrée à l'évolution des métiers en novembre 2019 dans le cadre d'une mission d'information sur l'emploi et les compétences. L'impact de l'intelligence artificielle avait évidemment été au cœur des échanges et les experts présents avaient décrit deux phénomènes. Premièrement, une forte évolution des métiers existants plutôt que leur disparition pure et simple. Et deuxièmement, la prise en charge par l'intelligence artificielle des tâches répétitives, laissant ainsi plus de temps pour les tâches à plus forte valeur ajoutée. Évidemment, ce dernier phénomène va de pair avec un besoin croissant de formation pour mettre les compétences à niveau. Nous l'avons d'ailleurs constaté lors de visites d'usines et les directeurs de sites nous l'ont confirmé. La modernisation des outils de production n'a pas supprimé d'emplois, elle a permis au contraire de répondre plus rapidement à la demande et à déboucher sur des embauches supplémentaires dans une dynamique vertueuse pour l'environnement. Mais ce sont des embauches de personnes plus qualifiées. D'ailleurs, le 26 mars dernier, au cours d'un débat organisé avec le groupe d'amitié France-États-Unis, la priorité de la formation a été rappelée afin que l'intelligence artificielle puisse bénéficier à tous les secteurs et métiers. Sur le thème de l'intelligence artificielle, comme sur beaucoup d'autres, nous faisons souvent le constat que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises sont souvent démunies pour opérer les transitions pourtant essentielles à leur survie. Aussi, serions-nous heureux de vous entendre sur la place des TPE, PME et la façon dont elles peuvent être accompagnées pour ne pas louper le tournant de l'intelligence artificielle. Le débat de ce soir est particulièrement intéressant et je remercie vraiment la délégation à la prospective et sa présidente de nous y associer. Merci par avance à tous les intervenants. Voilà, Madame la Présidente, je vous laisse immédiatement la parole pour présenter chaque orateur. Oui, alors je vais aller très très vite et surtout vous dire qu'en fait,
je propose qu'on fasse en 2 temps cette soirée, c'est-à-dire que dans un premier mouvement, le professeur Glavas et monsieur Inard nous présentent l'étude qui a été menée conjointement par l'ESCA et puis par Mazars sous forme d'un mécénat de compétences, si j'ai bien compris, que ça puisse susciter des questions de la part des sénateurs présents, et ce qui permettra peut-être aussi aux 4 intervenants suivants qui viennent du monde de l'entreprise de pouvoir aussi peut-être dans leur présentation répondre aux interrogations qui auraient pu avoir lieu, puisque nous aurons ensuite le témoignage de monsieur Rabier, qui est vice-président des solutions informatiques pour les clients chez Alstom dans la partie transport, monsieur Benoît Lepetit, qui est directeur des données et de l'analyse du groupe de Saint-Gobain, madame Isabelle Hilali, qui est fondatrice et directrice générale de Datacraft, et ensuite, excusez-moi si je prononce mal, madame Elena Marksimovic, qui est climatologue, fondatrice et directrice générale de Weather TradeNet. Donc monsieur Glavas ou monsieur Inard, je ne sais pas qui commence. Alors, je vais commencer. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier pour cette invitation à présenter nos travaux sur le baromètre IA entreprise et durabilité. Je vais brièvement présenter l'Institut qui a travaillé sur ce baromètre, puis notre partenaire Forvis Mazars qui nous a aidé à élaborer le baromètre. Je vais ensuite vous faire part des principaux points clés que nous retenons de notre baromètre. Puis nous allons rentrer un peu plus en détail sur la question de la durabilité. Et dans un deuxième temps, Laurent Inard ira plus en détail sur les questions d'usage au sein des entreprises. Donc, on a lancé notre institut AI for Sustainability en 2023. Donc, le lancement a été fait par l'ESCA. Et l'institut a pour objectif d'étudier la manière dont l'IA pourrait être utilisée pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, il réunit 25 chercheurs, ainsi que des professionnels du numérique, des juristes et des vulgarisateurs. Donc, je représente aujourd'hui l'Institut en qualité de directeur. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'ESCA et j'enseigne également à l'école des ponts. Donc, nous avons travaillé sur ce baromètre en partenariat avec Forvis Mazars, donc représenté aujourd'hui par Laurent Inard. Donc, nous avons un fort partenariat sur de nombreux sujets, dont ce baromètre. Et nous sommes très heureux de travailler avec Forvis Mazars, qui est une société qui a une connaissance forte des entreprises françaises, du tissu économique français et des questions numériques. Donc, pour élaborer ce baromètre, nous avons conçu un questionnaire de 140 questions en janvier 2024. La collecte des données a été réalisée auprès des responsables informatiques en France et au Royaume-Uni, ce qui nous a aussi permis de confronter les vues dans ces 2 pays. Donc, pour en venir directement au point clé du baromètre, nous avons 6 principaux enseignements qui en ressortent. Donc, premièrement, un consensus clair se dégage sur les avantages de l'IA. Les entreprises reconnaissent largement ses bénéfices en matière d'amélioration de la productivité et de réduction des coûts. Beaucoup moins en termes d'innovation produit. Deuxièmement, des obstacles importants subsistent à sa mise en place, à la mise en place des systèmes d'IA au sein des entreprises, notamment des contraintes financières, des défis liés à l'intégration au sein des systèmes existants dans ces entreprises et un manque de personnel qualifié. Troisièmement, la gestion des risques et des biais de l'IA représente un autre défi majeur pour les entreprises. Donc, bien que les risques traditionnels liés au numérique sont bien identifiés, donc, tels que la confidentialité des données, le respect de la vie privée, les risques spécifiques comme les biais et les hallucinations des modèles d'IA sont encore largement sous-estimés, à notre sens. Quatrièmement, les dispositifs de contrôle et de gouvernance de l'IA
apparaissent plus structurés dans les entreprises ayant déjà rencontré des problématiques liées à l'IA. Donc d'où l'importance d'avoir une approche audacieuse d'essais et erreurs lorsque l'on met en place des systèmes d'IA en entreprise. Donc cinquièmement, sur le plan environnemental, les entreprises perçoivent l'IA comme un outil bénéfique en termes de durabilité. Cela contraste nettement avec ce que nous dit la recherche sur ce thème à date. Enfin, les différences culturelles significatives sont observées entre le Royaume-Uni et la France. Dans les perceptions et les usages de l'IA, notamment les Anglais, les répondants anglais sont généralement plus favorables à l'utilisation de l'IA, mieux équipés, tandis que les Français adoptent une approche beaucoup plus mesurée. Et nous en reparlerons au cours de cet échange. Donc pour en venir à la question de l'IA et de la durabilité plus précisément, pour introduire mon propos, le premier constat que l'on a fait avec ce baromètre, c'est que les entreprises utilisent déjà l'IA pour atteindre des objectifs de développement durable. Donc on a seulement 15% d'entreprises répondantes qui nous disent ne pas utiliser l'IA pour atteindre des objectifs de développement durable. Ce qui nous a marqué, c'est que ce sont plutôt les questions sociétales. Donc, les entreprises utilisent l'IA pour atteindre des objectifs de développement durable plutôt du point de vue sociétal que du point de vue environnemental. Donc, la question environnementale semble passer au deuxième plan. Si on regarde la question de l'impact social de l'IA, en interrogeant les responsables d'entreprises qui travaillent sur ces éléments, la plupart des répondants considèrent que l'IA va avoir un impact positif sur les inégalités. Alors, ce qui est intéressant à nouveau dans le baromètre, c'est qu'on a une différence très forte entre les répondants français et anglais sur ce sujet. Les répondants français sont beaucoup plus sceptiques sur la capacité de l'IA à réduire les inégalités que ne le sont les répondants anglais. C'est quelque chose que l'on retrouve partout dans le baromètre, c'est vraiment un optimisme beaucoup plus fort des professionnels anglais vis-à-vis de l'IA. Sur le plan environnemental, les entreprises utilisent principalement l'IA pour optimiser leur chaîne d'approvisionnement, gérer les déchets, beaucoup moins pour tout ce qui est conservation de la biodiversité et notamment tout ce qui est agriculture durable et gestion de l'eau. Or, l'usage de l'IA dans la gestion de l'eau mériterait davantage d'attention au regard des gains potentiels. Pour prendre un exemple, la sécheresse de 2022 a coûté 2,9 milliards d'euros au dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles. Cela a fait de cette sécheresse l'événement le plus coûteux depuis l'instauration de ce régime. Donc, en termes de considérations éthiques, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises mettent beaucoup l'accent sur la transparence et la confidentialité des données, moins sur les questions de biais des modèles d'IA. Donc ce dernier point sur la question des biais est encore, à notre sens, souvent négligé. Donc pour conclure sur cette première partie, notre baromètre souligne que les entreprises sont conscientes des risques associés à l'utilisation de l'IA, mais elles sous-estiment souvent les nouveaux défis posés par cette technologie. Ces résultats mettent aussi en lumière la nécessité d'une approche plus structurée, proactive pour gérer les défis éthiques et environnementaux. Alors, je vais me permettre un dernier élément conclusif sur la perception par les professionnels des règles, des textes de loi qui réglementent l'IA aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les répondants français du baromètre considèrent que les textes actuels ne vont pas suffisamment loin, ce qui n'est pas du tout le cas de nos répondants anglais. Voilà, je vais en terminer sur ce point-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je passe maintenant la parole à Laurent Hinard. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, effectivement, il me revient de prendre la suite de Deyane et de vous parler d'une part des usages de l'IA, tels que perçus par les répondants bien sûr,
Quelques petits mots sur leur vision prospective à 10 ans et 20 ans. On s'est permis quelques petites questions, pas beaucoup en nombre, mais quelques-unes quand même. Et puis, je dirais, les premiers enjeux préliminaires qu'on a appelés recommandations, mais c'est peut-être un petit peu fort à ce stade de l'analyse, puisque le baromètre est vraiment sorti il y a quelques jours, à vrai dire. L'analyse est à peine achevée, donc il faut quand même qu'on mature ça, mais les enjeux sont bien identifiés. Donc je vous propose de commencer par les usages de l'IA. Alors, comme Dayan l'a dit, l'utilisation de l'IA, en fait, elle est considérée comme très, très positive sur la performance de l'entreprise. Mais alors, la performance, c'est quoi? Alors, d'une part, c'est tout ce que je vais qualifier d'efficience opérationnelle, donc la productivité, la réduction des coûts, c'est ce qui vient vraiment en premier. Et vient en second, en fait, l'assistance aux êtres humains, sur deux plans très, très différents. Le premier, c'est la prise de décision. Et le second, c'est l'expérience client. Vous voyez, des choses qui sont d'une nature différente, mais on est vraiment là dans l'assistance à l'être humain. Et comme le disait Dayan, en fait, tout ce qui concerne finalement la réduction des inégalités, etc., vient vraiment sur un plan beaucoup plus en retrait. Alors, en face de ce constat de performance, il y a évidemment des difficultés. Les difficultés sont pour partie très, très classiques, c'est-à-dire classique, je veux dire, à des projets de systèmes d'information classiques, c'est-à-dire les coûts. Les coûts sont un frein, bien sûr, bon. Et également l'intégration dans les systèmes. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra en termes de formation, puisqu'on forme des gens en data science à être vraiment très forts sur des algorithmes, mais ensuite, le passage en production nécessite d'autres types d'ingénieurs, de data ingénieurs, etc., d'architectes, donc on y reviendra. Et puis il y a des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques à l'IA. Alors le premier peut paraître surprenant, mais il est très important. C'est en fait le manque d'une stratégie claire par les entreprises qui, pour grande partie, ont investi dans l'IA, je dirais, de manière défensive. C'est-à-dire, si je reprends texto le questionnaire, c'est pour ne pas rater le train. Donc on est vraiment dans le « il faut y aller et puis on verra bien ce qu'on en fera ». Et puis quelquefois, par ailleurs, ça se complète avec des décisions qui viennent du top management, mais des décisions qui manifestement ne sont pas indiquées par les répondants comme étant très qualifiées clairement. Donc on a une demande, une pression des parties prenantes, je dirais, pour que les entreprises y aillent, entre guillemets, sans être très claires. Donc forcément, on a des résultats derrière qui ne sont pas toujours à la hauteur. Donc la stratégie, premier problème, la qualité des données est citée comme étant un deuxième problème, mais je pense qu'au fil des auditions que vous avez déjà eues, évidemment, vous doutez bien que la qualité des données est absolument cruciale. Et elle l'est également sur les petites entreprises, bien sûr, qui, elles, en plus du problème de qualité, ont un problème de volume de données. Et puis donc, je dirais le dernier sujet, le manque de personnel qualifié. On y reviendra, mais c'est toujours un problème récurrent dans l'IA. Alors, quand on dit l'IA, en fait, c'est des familles d'algorithmes. Ce qui est intéressant, c'était de demander finalement quels sont les algorithmes utilisés. Près d'un tiers des modèles d'IA utilisés sont des modèles, je dirais, entre guillemets classiques, d'apprentissage machine, c'est-à-dire à vocation de détecter, prédire, recommander sur la base de données claires et structurées. Donc là, on a des cas d'usage évidemment pléthoriques, plutôt ciblés sur des sujets. C'est en fonction de données qu'on va faire un algorithme. Donc on peut optimiser la logistique, on peut optimiser des coûts de transport, c'est de la logistique aussi, prédire les ventes à tel ou tel endroit et donc diminuer le gaspillage. Voilà, je prends des exemples de durabilité. C'est quand même encore un tiers des modèles. Mais du coup, on a quand même un quart des modèles qui visent les images et le son, et un autre quart qui vise le langage. Donc, les deux réunis, c'est la moitié des modèles d'IA qui aujourd'hui font appel à de l'apprentissage profond. Donc ça, c'est à la fois réjouissant de se dire que les technologies les plus récentes ont déjà très diffusé, infusé dans les entreprises. En revanche, ce sont aussi ces algorithmes-là qui sont notamment des modèles dits généraux. Et donc, c'est ceux pour lesquels on peut le plus tâtonner en disant qu'est-ce que je vais en faire, finalement, quel est mon objectif. Et donc, je reboucle, entre guillemets, sur le problème de la stratégie. On a des algorithmes de langage, mais finalement, quels vont être les gains? Il y a une recherche aujourd'hui de cas d'usage plus parlants dans ces domaines-là.
Voilà, donc un autre sujet intéressant en parallèle de ces modèles utilisés, c'est l'idée, et c'est notable, que beaucoup d'entreprises indiquent qu'elles ne se contentent pas de modèles externes. Et je dirais en France, pour les répondants français, c'est très très équilibré. Vous avez à peu près un tiers des gens qui utilisent majoritairement des modèles externes, un autre tiers qui utilise des modèles purement internes, développés, purement en interne, et un tiers, enfin, qui, lui, est plutôt dans du modèle externe affiné avec des données internes. Donc on va utiliser un modèle déjà entraîné, et puis on va l'affiner spécialement avec nos données à nous. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça signifie que, d'une part, les entreprises, elles ont compris qu'il y avait un enjeu de maîtrise. Elles veulent aussi maîtriser l'IA. C'est exigeant en termes de compétences, ça crée de la responsabilité. Il y a des contreparties, mais la maîtrise est importante. Et puis probablement, mais là on s'avance peut-être un petit peu, probablement qu'il y a l'idée stratégique de créer de la compétitivité par les outils. C'est-à-dire j'utilise mes données à moi, donc je n'aurai pas le même outil, je n'aurai pas la même IA que les concurrents, et j'espère et je pense que ce sera différenciant. Utiliser que des modèles externes, c'est évidemment la promesse d'être comme tout le monde, entre guillemets. Voilà. Donc il faut combiner un petit peu tout ça, et c'est le cas. Voilà. Et donc je vais passer sur quelques éléments. Ce qu'il faut, parce que Dayan l'a déjà indiqué, effectivement, les répondants britanniques se montrent beaucoup plus préparés sous les angles organisationnels et procéduraux. Alors en deux mots, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ont vraiment du personnel, en tout cas c'est ce qu'ils disent, dédié à la mise en œuvre des IA, à la conformité et réglementaire, dédié à l'éthique, des comités spécifiques dédiés. Ils disent avoir plus d'interaction avec les décideurs politiques et les régulateurs. Ils présentent une plus grande sensibilité à l'enjeu de qualité des données. Donc ils ont quand même compris qu'il y avait à la source quelque chose d'important. Aux enjeux d'équité également, très focalisés sur le sociétal et le social. Et ils ont déjà des dispositifs de formation. A priori, ils sont un peu plus en avance sur la formation et ont des outils de mesure, notamment des émissions de carbone. En face, les Français, alors par contre, juste pour terminer, en parallèle, ils déclarent avoir connu plus de problèmes d'éthique, plus de problèmes réglementaires. Donc il y a également une contrepartie qui est que voilà, ils y vont, mais il y a des problèmes derrière. Les répondants français, donc, ils apparaissent moins équipés, moins structurés, mais ils sont quand même très actifs. Comme je disais, ils sont aussi sur les modèles internes, développés en interne, donc ils sont très technophiles, je dirais. Et ils apparaissent, pour leur part, plus attentifs aux enjeux de confidentialité des données, plus que l'enjeu d'équité. C'est la confidentialité des données qui est un gros enjeu. Et ils montrent une plus grande sensibilité aux enjeux environnementaux, pour le coup. Environnementaux et, je dirais, du point de vue de l'être humain sur la santé, qui apparaît vraiment plus fort que chez les répondants britanniques. Alors, en termes de prospective, rapidement, il y a à peu près 3/4 des répondants qui anticipent une influence très forte sur leur secteur, enfin forte à très forte. La moitié des répondants, donc vous voyez 3/4, la moitié, un peu moins, la moitié pensent augmenter, enfin sont sûrs qu'ils vont augmenter leurs investissements. Donc il y a a priori 25% des répondants qui pensent que leur secteur va être très impacté, mais qui ne prévoient pas d'augmenter, ou ne peuvent pas, là je ne sais pas, augmenter leurs investissements. Les entreprises qui, au-delà de l'efficience et de l'assistance dont je parlais tout à l'heure, il y a des entreprises qui déclarent être quand même positionnées sur des nouveaux services, utiliser l'IA pour créer des nouveaux services, des nouveaux produits. Souvent, ce sont les entreprises qui ont le plus de systèmes d'IA en production, ce qui signifie probablement que c'est dans un deuxième temps qu'on y vient. Et donc c'est sans doute la vague à venir, je dirais, c'est quand même à un moment donné de se dire, au-delà de la productivité, au-delà de l'assistance, est-ce qu'il y a matière à créer un terrain, à créer de nouveaux débouchés? C'est probablement ce vers quoi la vague prospective, on peut s'attendre légitimement à ce qu'elle vienne. Sur la requalification, toujours dans la prospective, sur la requalification, la montée en compétence de la main-d'œuvre, 2/3 des répondants disent que c'est inévitable dans les 10 ans qui viennent. Donc là, on est vraiment complètement... il y a quand même un gros consensus. Et puis pour terminer, on leur a demandé si dans les 20 ans, comment ils espéraient voir les avantages sur certains domaines de l'IA. Et en fait, du côté des Français, la santé vient vraiment en premier, l'éducation en second.
Ensuite, vous avez l'environnement et l'égalité qui vient vraiment à la toute fin. Pour les répondants britanniques, l'éducation et la santé sont équivalents en termes de réponse. Ils les mettent sur le même plan, mais ils mettent, eux, l'environnement tout à la fin. Vraiment un changement. Alors, comme je vous le disais, et donc j'ai quelqu'un qui surveille l'heure, on a identifié 6 enjeux, donc je vais en parler rapidement. Le premier, alors certains font écho à ce que vous avez dit en introduction, donc on ne va pas être toujours très original. C'est la loi des baromètres aussi, que de dire des choses qui sont importantes et qui restent encore principales, enfin, voilà, en tendance. Donc le premier, c'est le sujet de la compétence en IA et en gestion de données. Ce sujet de compétence, en fait, on le perçoit comme étant pas uniquement centré sur le bagage scientifique qu'il y a derrière l'apprentissage machine. La France a beaucoup d'ingénieurs, on a une capacité de formation importante. Les problématiques derrière sont des problématiques à tous les niveaux. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi pouvoir industrialiser. Et donc, il faut aussi des data ingénieurs, comme on dit. Alors, les termes barbares, c'est machine learning ops. Voilà, c'est toute cette capacité à pouvoir industrialiser derrière les expérimentations. Il y a un enjeu sur la gouvernance des données qui reste encore quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité. Il y a un enjeu sur la cybersécurité qui doit s'adapter au monde de l'IA qui pose de nouvelles menaces par rapport à la cybersécurité, je dirais, traditionnelle. Il y a un enjeu très fort sociétal qui est celui du regard critique, je dirais, donc la formation des utilisateurs, en fait, à bien comprendre le potentiel, mais aussi les limites d'une IA. Et comprendre les limites d'une IA, c'est avoir un regard critique sur ce qu'il en sort. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Et puis, je dirais, pour terminer, il y a un dernier sujet, qui sont l'éthique et la RSE dans les entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les responsables RSE et les sachants de l'IA sont des gens... Aujourd'hui, il y a une distance entre les deux, entre ces deux mondes, qu'il convient vraiment de combler. La RSE ne sent pas la technicité d'aborder ce sujet-là, et les sachants de l'IA ont déjà une injonction à produire des choses avant de s'occuper des sujets RSE. Donc il y a quelque chose à créer autour de ça. Et donc ça, c'est pour nous le deuxième sujet, la formation des décideurs et des ingénieurs en particulier. Il faut que les ingénieurs ne soient pas formés qu'à l'IA, mais à l'optimisation de l'IA. Et ayant noté que les Français étaient notamment très sensibles le sujet environnemental, il y a un élément important et intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a un alignement de l'intérêt entre le coût d'une IA et son empreinte environnementale. Il y a une forme d'alignement. Plus le modèle d'IA est petit, entre guillemets, et moins il est coûteux sur le plan environnemental. Et donc cet alignement crée une opportunité de spécialisation d'ingénieurs vraiment dans ce domaine, être capable d'adresser le sujet de modèles plus frugaux a un double intérêt, et donc il y a plus de chances effectivement de créer de l'appétence à ce domaine-là. Je note, je pense qu'on l'aura tous noté, aujourd'hui, donc le terme consacré pour les modèles de langage sont les small modèles de langage, les SML, à contrario des large language models. Ces small modèles de langage, à aujourd'hui, pour la plupart, sont encore édités par les mêmes éditeurs que ceux qui sortent les large language. Donc il y a vraiment un enjeu là à prendre des positions dans ce domaine-là. La stratégie d'implémentation, c'est le constat, en fait, on est resté un petit peu interdit quand on a vu la différence entre les répondants britanniques et français, et on constate en fait qu'ils ont une culture qui est très, je traduis de l'anglais vers le français, teste et apprends, ce qu'on dit test and learn en général, mais ils testent, ils apprennent, et puis s'il y a des erreurs, du coup il y a des risques quelquefois avérés, même sur l'éthique. Ce qui compte pour eux, c'est de le corriger très vite. Et il y a deux vertus dans ce qu'on voit dans ce qu'ils font, c'est que d'une part, ils apprennent plus vite, et donc on voit qu'eux considèrent qu'ils ont moins de problèmes de stratégie floue, parce qu'en testant, finalement, ils pivotent et puis ils trouvent quelque chose qui marche. Et puis il y a une forme de sagesse qui se dégage de tout ça. On a constaté que tous ceux qui déclaraient avoir connu des incidents réglementaires ou éthiques sont aussi ceux qui ont mis en place le plus, désormais, à la suite de tout ça, ont mis en place le plus de comités d'éthique, de responsables de conformité dédiés à l'IA, etc. C'est-à-dire qu'ils ont appris quelque part de leurs erreurs en apparaissant comme étant plus vertueux que les autres désormais.
bon, la régulation et la conformité, tu l'as dit, il y avait un sujet... les Français considèrent qu'elle est insuffisante, mais finalement, on constate également que finalement, ils interagissent moins avec les décideurs politiques et les régulateurs, d'une part. Donc, elle est insuffisante, mais finalement, ils interviennent moins. Et puis, ils sont moins structurés pour y faire face en termes, justement, de comités d'éthique, etc. Donc, évidemment, on considère que ces échanges doivent quand même être promus. Il faut absolument adresser des cas concrets d'utilisation. Et on le voit, il y a beaucoup de questions sur la tenue des journaux d'enregistrement dans les modèles. C'est des cas très très pointus, mais qui sont importants sur le tatouage numérique qui est évoqué, y compris dans l'AI Act, comme étant quelque chose qui doit être très très répandu, mais il y a encore quelques difficultés techniques dans certains cas. Et puis la conduite à tenir en matière de compromis entre la sécurité et l'environnement, puisque quelquefois, pour avoir plus de sécurité sur les réponses d'une IA, vous allez passer une fois, deux fois, trois fois par le modèle avec des questions un petit peu, enfin voilà, avec des questions différentes, etc. Et donc technologiquement, vous garantissez plus de sécurité, mais c'est en contrepartie, vous perdez sur l'empreinte environnementale. Et donc, comment doit-on faire? Est-ce qu'il y a des lignes directrices? Quel est le consensus qui peut se dégager vis-à-vis de tout ça? Voilà, j'en terminerai juste avec un dernier sujet qui est la mesure de l'impact environnemental. En fait, les Français sont plus sensibles à l'impact environnemental dans les réponses qu'on a analysées. Néanmoins, ce sont ceux qui ont le moins aujourd'hui d'outils de mesure concrète des émissions de carbone de leur système d'IA. Et donc là, évidemment, nous, on voit qu'il y a des initiatives qui commencent à venir pour mettre à disposition des solutions, même open source, sur le sujet. Il nous paraît assez important qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui se fasse d'une forme d'initiative publique qui permet de sortir des méthodologies homogènes. Parce que sinon, on risque d'avoir des grandes difficultés entre ceux qui utilisent le cloud, ceux qui ne l'utilisent pas, des gens qui vont sortir des méthodologies non maîtrisées. Et donc, quelque part, on aura des problèmes de comparabilité. Et voilà, j'en termine là. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation rapide d'un baromètre qui est quand même imposant et surtout parce qu'il nous permet d'avoir aussi une vision française et une vision plus anglo-saxonne de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant pour nous. Alors moi j'ai deux petites questions. Une pour... j'ai peut-être mal compris ce que vous avez dit, mais j'ai noté que les répondants français trouvaient que les textes n'allaient pas assez loin dans la protection. Je pense que tous ceux qui ont fait avec moi des visites où on a rencontré des entreprises et des acteurs, c'est plutôt tout le contraire qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sentiment que la législation française, CNIL et autres, freine complètement le développement de leur stratégie d'utilisation de l'intelligence artificielle et fait même qu'ils ont du mal à développer une activité économique, alors que si jamais ils allaient dans des pays plus ouverts, Israël ou autre, ils pourraient faire en un mois ce qu'ils mettent 18 mois à faire en France. Ça, c'était ma première remarque. Et une deuxième question qui s'adressera peut-être aussi après au panel des entreprises. Aujourd'hui, quel type de solution vous utilisez? Nous, on a pu voir que, par exemple, la partie État utilise des modèles publics, ouverts, ce qui fait que n'importe qui peut reprendre le code source et l'utiliser ensuite et le travailler. Est-ce que les entreprises sont aussi sur des modèles ouverts ou sont plutôt points et pieds liés avec les géants du numérique que sont Microsoft, Google, enfin les grands acteurs qui ont investi dans l'intelligence artificielle. Olivier, je ne sais pas si tu veux ajouter... on a dit qu'on faisait 2 temps de questions, un là, un peu sur le panel, et puis après on écouterait les entreprises. D'accord. Et ça susciterait certainement un autre moment de question. Merci, chère Christine, Madame la Présidente de la délégation à la prospective. Je voulais commencer par vous présenter mes excuses, mais j'avais effectivement prévu d'être là à 18h, sauf que l'actualité politique fait que j'ai été sollicité pour une interview qui a nécessité 15 minutes de préparation technique pour 4 minutes d'interview. Donc ce qui a expliqué mon retard. Et merci à mon vice-président Michel Canevet d'avoir pris la relève et d'avoir assuré l'introduction. Je n'ai pas de questions très précises. Maintenant, est-ce qu'il y a des membres de la délégation aux entreprises qui auraient une ou deux questions à poser? Sur la partie panel, après oui. On passera aux entreprises. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être demander aux membres de la...
Ah, Michel, tu avais la même question, Christine. Est-ce que tu as des membres, toi, qui ont des questions? Non, la prospective... Bah alors, on vous laisse répondre et oui. après on écoutera les entreprises. Je suis sûre que ça va susciter la... Alors, concernant la première question sur l'insuffisance des textes, alors, on peut aussi pondérer un peu ces réponses-là au niveau de connaissance des textes. C'est-à-dire que quand on croise les résultats avec le niveau de connaissance ou de maîtrise des textes, c'est-à-dire concrètement les entreprises qui disent être expertes ou avoir un haut niveau de connaissance des textes, elles vont plus souvent vous dire que les textes actuels sont amplement suffisants. Donc en fait ce résultat, à notre sens, il peut s'expliquer en partie par une méconnaissance de ce qui est attendu aujourd'hui par la réglementation existante. On pense principalement à l'EU AI Act. Oui, j'ajouterais que je fais le même constat que vous à titre professionnel, c'est-à-dire que les entreprises que je croise disent la même chose, c'est-à-dire que la réglementation est point trop n'en faut. Donc le résultat du sondage engage aussi des personnes privées, dont certains ne sont pas des cadres, et qui aussi ont un jugement sur, même d'utilisateurs sur les enjeux de la régulation, qui ne concernent pas forcément leur entreprise, mais aussi finalement les IA de langage qui sont utilisés et disponibles par tout un chacun. Et donc je pense qu'il y a aussi une différence à faire entre les modèles des grands éditeurs, on va dire, pour lesquels on a peut-être l'impression qu'il manque de la régulation, et puis les expérimentations locales. Donc voilà, il aurait fallu poser des questions en plus, mais il y en avait déjà 140. et pour l'utilisation des modèles, alors je peux répondre il se trouve que Forvis Mazars est quand même une entreprise, donc on a aussi nos propres enjeux là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que on utilise les deux en fait. On utilise à la fois des modèles payants mis à disposition par des grandes entreprises qui ont eu un avantage pour nous, qui était que dans un monde où il y avait une énorme pénurie sur les GPU, il était très difficile de s'en procurer. Et donc ça permettait quand même d'avancer dans l'intervalle, de travailler un certain nombre de choses. Voilà. Donc l'idée, c'était de se dire, on travaille les sujets, on teste les choses, on a quand même tout le code qu'il y a autour, hein, puisque l'IA en soi, si c'est juste pour faire du chat, je dirais que ça n'intéresse pas les entreprises. Donc voilà. Donc il y a quand même des utilisations derrière. Et puis quand les GPU arrivent, là on commence à tester et on le fait et on met en œuvre maintenant des modèles également open source. Et donc complètement locaux, hein, pour le coup, effectivement. Voilà. Donc les deux sont là et on voit parmi les clients qu'on a, on voit également les deux réflexes. C'est clair que dès que la donnée est un peu plus sensible, les gens s'intéressent à l'open source et au local. On voit bien cette différence quand même entre les deux mondes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des... Non, mais c'est vrai que sur ce point, par exemple, du point de vue sectoriel, on a pu observer que les entreprises financières, donc banques, assurances, et les entreprises de secteurs régulés, donc là on pense beaucoup aux utilities, vont effectivement plutôt aller utiliser des modèles fine-tunés, voire maison, pour éviter le risque de fuite, et puis avoir également une bonne maîtrise de ces modèles. Merci. Alors, je ne sais pas comment vous vous organisez pour les prises de parole entreprises. Bon, ça a l'air décidé, donc allez-y. Allez-y, monsieur Rabi. C'est planifié. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, merci de cette opportunité de partager les coulisses industrielles d'un produit que vous utilisez probablement, peut-être pas tous les jours, mais que vos proches utilisent, avec... des fois quelques difficultés pour le faire.
Donc je travaille pour Alstom depuis une dizaine d'années dans le digital, avec un mouvement de plus en plus. Donc j'étais plutôt dans les process industriels et de plus en plus dans les solutions qui sont proposées à nos clients pour les accompagner. Donc nos clients, c'est des opérateurs, des organisations de transport, des gestionnaires d'infrastructures, donc pour les aider au quotidien à gérer la complexité de leur système ferroviaire qui est chaque jour un petit peu plus complexe. L'usage pratique de l'intelligence artificielle a commencé il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas quelque chose de récent. Et ça a commencé... Petit problème technique. Et ça a commencé en particulier avec un domaine qui est maintenant assez répandu, qu'on appelle la maintenance prédictive. Donc juste pour vous donner une petite image, sur votre voiture, normalement, il faut changer les plaquettes de frein, on va dire, tous les 10 000 km. C'est à peu près la même chose pour les trains. Et donc ça, c'était la façon de faire la maintenance historiquement. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'optimiser dans les deux sens, c'est-à-dire de ne pas changer trop souvent, mais de changer au bon moment, et donc de recueillir beaucoup d'informations d'exploitation du train pour savoir s'il faut anticiper ou retarder le changement de ces plaquettes de frein. C'est vrai pour des éléments d'air conditionné, de portes, etc. Donc pour faire ça, on recueille beaucoup de données depuis les flottes de train. On applique des modèles qui sont des modèles Alstom d'apprentissage. Donc là, on n'est pas dans la problématique qu'on verra tout à l'heure sur l'intelligence générative. Alors, on est sur des pratiques de data science qui sont relativement répandues, mais je dirais que c'est un savoir-faire d'Alstom qui est cumulatif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gens qui font des algorithmes, c'est aussi des ingénieurs qui fabriquent les produits, et c'est la confrontation d'un certain nombre d'expertises. Et ça, c'est ce qu'on verra sur l'intelligence artificielle. C'est faire travailler ensemble des expertises qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. L'autre élément qui est important, c'est que les outils qu'on met à disposition ensuite pour prise de décision, ce n'est pas des outils automatiques. Ce n'est pas automatiquement que le système décide qu'il faut changer les freins à 12 000 km ou à 8 000 km. L'humain est toujours dans la boucle. On aime bien nous dire c'est plutôt de l'intelligence augmentée que de l'intelligence artificielle. On rentre ça dans vraiment des processus de décision managériaux et des processus d'entreprise. Chaque année, on a, j'allais dire, quasiment la foire au cas d'usage. Donc, on a un concours d'innovation interne et on a de multiples nouvelles solutions qui apparaissent. C'est toujours à peu près le même principe. Il faut capturer de la donnée, il faut faire des systèmes d'apprentissage, il faut des ingénieurs pour analyser ça. Donc, par exemple, analyser les signaux radio. Quand vous avez un métro, il communique par radio pour avancer, arrêter, donc ce qu'on appelle les systèmes CVTC. Et pour ça, il est très dépendant de la qualité du système radio, qui parfois peut être non performant sur la totalité de la ligne. Et donc, pour diagnostiquer ce type d'incident, il faut analyser des milliards de données de signaux radio, et c'est extrêmement complexe à faire pour un être humain, alors qu'un système d'intelligence artificielle va aller chercher l'aiguille au milieu de foin et la proposer à un certain nombre d'ingénieurs qui vont valider ou non la proposition du système. De la même façon, on fait de l'analyse de consommation d'énergie pour se rapprocher de la durabilité, pour proposer, en fonction des conditions d'exploitation, des conditions d'exploitation plus optimales en termes de consommation d'énergie. Depuis quelques années, alors tout le monde parle de ChatGPT, d'intelligence générative, ça a commencé un petit peu avant, pour les noms de code, ça s'appelait Natural Language Processing, NLP. Dans les années 2018-2019, on a commencé à passer des données structurées, donc température du frein ou des choses comme ça, à des données textuelles. Pour nous, c'est important parce que, en particulier dans le monde du ferroviaire, on génère et on lit des milliers de documents. La petite anecdote, quand je suis arrivé chez Alstom, on m'a dit on produit quasiment le poids en documents de l'équivalent du train. C'était une anecdote, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais on génère énormément de documentation et gérer l'intégrité de cette documentation est extrêmement complexe. Et c'est quelque chose à faire en lien avec nos partenaires et fournisseurs et avec nos clients. Donc des outils d'aide qui permettent d'analyser la qualité ou la consistance des documents est important, et on a démarré ça dans la fin des années 2010. Évidemment, on a connu l'accélération comme tout le monde, 2022. On s'est tous réveillés avec ChatGPT, un peu comme une poule devant un couteau, de qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces nouveaux objets dans notre paysage technologique.
Ça a d'abord été pris dans un axe technologique, de façon assez habituelle, et on verra que dans la progression, il faut aborder d'autres aspects, et en particulier l'aspect humain. Donc en termes de technologie, par exemple, ça nous permet de générer du code informatique de façon beaucoup plus efficace et de meilleure qualité. Donc c'est un peu comme quand vous écrivez vos SMS avec ce qu'on appelle l'autocomplétion. Par contre, vous avez tous pratiqué l'autocomplétion des SMS. Si vous ne vérifiez pas, vous pouvez vous retrouver dans des situations plus ou moins embêtantes. Donc c'est pareil pour le code. Le code qui est généré est systématiquement vérifié par des êtres humains et relève de nos processus de vérification standard, au même titre que s'il avait été produit par un informaticien normal. Donc on est toujours dans l'intelligence augmentée. On a aussi toujours dans le code informatique de la production de cas de test, donc pour accélérer la validation de nos produits, qui est toujours un challenge extrêmement important, toujours plus complexe, parce qu'on travaille avec de plus en plus de régulations. On avait une discussion juste avant d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire toutes les réglementations mondiales sur les réglementations soit de l'AI, de l'intelligence artificielle, soit de la data. C'est tellement complexe, nous il faut qu'on soit compliant avec dans tout un ensemble de régulations, et ces outils nous aident à capter non seulement l'image à l'instant T, mais aussi les variations d'un mois à l'autre. Donc les gains potentiels de l'intelligence qu'on commence à capturer, particulièrement pour ce qu'on a démarré il y a une dizaine d'années. Pour être très transparent sur les nouveaux usages, on en est encore à des phases d'adoption, à des déploiements à l'échelle. Il y a eu beaucoup de POC, enfin les proof of concept, les tests qui ont été faits. Maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle pour arriver à capturer de la valeur. On voit bien la facture qui tombe de nos amis providers informatiques, mais maintenant, il faut qu'on trouve le gain. Donc les gains, ils sont de deux titres. Un gain de productivité, qualité dans notre delivery, et c'est quelque chose qui est une préoccupation majeure d'Alstom, d'accélérer et de sécuriser nos livraisons. Mais c'est aussi à intégrer progressivement dans l'offre ferroviaire avec nos partenaires clients. Et c'est là où c'est un peu plus complexe, et des processus de certification qu'on évoquera juste après sont à passer pour imaginer, intégrer des algorithmes. Alors, il y a déjà des cas d'usage sur l'analyse vidéo, par exemple, pour repérer des bagages isolés, pour repérer que le train automatique à la Défense, le métro automatique ne part pas avec des passagers à l'intérieur. Donc, il y a certains cas d'usage qui sont en cours, et ça doit se développer. Les défis auxquels on est confronté, ils ont déjà été pas mal cités. L'accès aux données de qualité, l'intelligence artificielle. Il faut démystifier. On applique un algorithme mathématique, des données en entrée, des données en sortie. Vous n'avez pas de données en entrée, vous n'avez pas de données en sortie. Si elles sont de mauvaise qualité, votre processus sera de mauvaise qualité. Le deuxième point qui a été évoqué aussi, c'est l'accompagnement des collaborateurs. Donc à deux titres. On a évoqué qu'il faut faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler sur ça. Et ça a été un petit peu évoqué, mais c'est important que tous les corps de métier aient un vernis d'intelligence artificielle. Les juristes, les ingénieurs, les ressources humaines, tous les acteurs vont être confrontés dans leur vie quotidienne à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc il faut qu'ils en connaissent les possibilités, mais aussi les limites, et d'avoir un regard critique, de ne pas prendre pour argent comptant. Je reprends mon exemple de SMS. C'est pas parce que Apple vous avait dit qu'il faut écrire le SMS comme ça qu'il faut l'envoyer. Et l'autre élément, c'est évidemment en adoption, on a, alors c'est peut-être un peu brutal, mais un frein managérial, c'est-à-dire qu'il y a une transformation managériale à faire pour que le management opérationnel prenne cette dimension de nouvel outil. C'est pas très différent des autres informatisations qu'on a pu faire, mais c'est encore un nouvel outil que le management doit prendre en compte, et de savoir quelle attitude il doit avoir vis-à-vis des collaborateurs par rapport à ces usages-là. L'efficience des systèmes est un troisième enjeu. Évidemment, pour nous, en termes économiques, consommer des large language models est plutôt très cher.
Nous, on a un autre enjeu, c'est qu'il va falloir embarquer des choses dans les trains. Et dans les trains, on ne pouvait pas mettre le fameux cloud dans les trains. Donc, on est obligé aussi de trouver des moyens plus efficients. Donc, on explore. Et maintenant, systématiquement, dans les cas d'usage, on a une matrice de décision. Est-ce qu'on utilise finalement un rouleau compresseur pour écraser un pauvre moustique ou si on a la bonne adaptation technologique? Dernier point qui a déjà aussi été un peu évoqué, les sujets de réglementation. Alors nous, on travaille dans un univers extrêmement réglementé. C'est une infrastructure critique avec de la sécurité des personnes. Donc on est dans un cadre extrêmement structuré. Donc on est habitué à travailler là-dessus. Maintenant, il n'y a aucun cadre réglementaire dans notre monde aujourd'hui qui nous permette d'anticiper ce qui nous sera demandé dans la livraison des trains de 2030 ou de 2035. Donc, ce qui rend notre vie un petit peu compliquée parce qu'on a l'assurance que nos clients seraient extrêmement déçus de ne pas avoir de l'intelligence artificielle dans leurs trains et métros de 2030 ou 2035. Maintenant, on n'a aucune condition, ni eux ni nous, de savoir comment ça va être validé. Donc ça, c'est des travaux qui sont pour nous urgents si on veut pouvoir engager des travaux pour imbriquer ça dans les outils. Le nom de code chez nous, c'est IA de confiance. Et un des enjeux qu'on a, c'est la démonstrabilité des systèmes d'intelligence artificielle. C'est beaucoup des principes de boîte noire. Vous rentrez un signal en entrée, vous avez un signal en sortie. On ne sait pas trop comment il l'a calculé et si c'est prédictif et reproductible au cours du temps. Donc là, on travaille avec un écosystème de recherche pour arriver à mesurer cette démonstrabilité et cette précision. En conclusion, ce n'est pas un sujet nouveau pour nous, mais ça s'accélère, évidemment. L'humain est un maillon majeur, à la fois dans la fabrication des solutions avec vraiment des métiers très différents les uns des autres, mais aussi dans le consommateur. Et c'est un levier concurrentiel majeur. Il faut qu'on livre plus vite, il faut qu'on livre de meilleure qualité, il faut qu'on aide nos partenaires et clients opérateurs à délivrer un système ferroviaire plus attractif. Donc il faut qu'on arrive à embarquer ces technologies plus dans les produits. Et juste un tout petit commentaire sur la réglementation. Il y a une petite confusion pour nous, l'entreprise, entre la réglementation des outils et des usages. On est un petit peu perdu de qui doit porter la responsabilité, ceux qui nous fournissent les outils ou nous qui faisons. Donc ça, c'est une clarification qui pourrait nous aider. Ça peut peut-être expliquer le baromètre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci pour l'invitation. Je représente Saint-Gobain. Saint-Gobain, vous connaissez sûrement, c'est le leader mondial des matériaux de la construction, une entreprise quasiment quadricentenaire. Et donc le sujet de la transformation d'une entreprise telle que celle-là se pose et en tout cas on l'a pris à bras-le-corps. L'utilisation de la data, si je remonte un petit peu, pas très loin dans le temps, en 2021, ça a été pris comme un sujet stratégique par notre directeur, Benoît Bazin, en mettant le pouvoir de la donnée comme un pilier de la croissance de notre groupe, ce qui a créé effectivement une organisation que j'ai la chance de porter, qui en 18 mois a doublé de taille, ça représente à peu près 200 personnes au travers le monde, avec des enjeux multiples. Le premier enjeu... je passerai assez rapidement, pour autant il est structurant dans le cadre de la construction, puisque, comme vous le savez, 45% des émissions de CO2 sont portées par l'habitat, et sur lequel, effectivement, on a un enjeu en tant que leader planétaire. Donc, un des premiers enjeux a été la mesure de l'empreinte carbone et la capacité, effectivement, à utiliser la donnée, déjà pour savoir où on va, préparer les budgets et pouvoir prendre des plans d'action. Au-delà de ça, la direction a porté l'ensemble de la chaîne de valeur, la direction data, des plateformes technologiques, qu'elles soient cloud ou non cloud, sur la mise à disposition de l'information. On insiste également sur l'aspect data governance, donc la capacité à maîtriser la qualité, la traçabilité et l'accessibilité à l'information, mais également la partie AI, dont je développerai un certain nombre d'éléments un peu plus tard. La partie at scale, comme on l'a nommé, avec une ambition effectivement de le porter à l'ensemble des périmètres du groupe. C'est 67 pays, 170 000 collaborateurs, et ça pose une question effectivement de comment on peut gouverner tout cela.
un des aspects, je dirais, d'observation, si je me mets en observateur dans l'entreprise, ça a été le changement opéré à l'été dernier dans la prise de conscience de notre comité exécutif et de l'ensemble des membres de notre comité exécutif, qui était aussi porté par les boards de l'ensemble des entreprises du CAC et au-delà, sur le principe de dire le Generative AI porte question sur le principe de dire est-ce qu'on n'est pas en train de risquer de perdre une opportunité en termes de productivité. À partir de là, on a vu que le positionnement de cette organisation, l'organisation Data chez Saint-Gobain, a changé. Et j'insisterai là-dessus, sur le fait de dire qu'on a parlé de use case, donc sur le fait de dire j'ai un problème, je fais appel à des data scientists pour le régler. On a vu qu'effectivement, on pouvait porter les choses de façon systémique. Systémique, ça veut dire ne plus regarder au cas précis, mais regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'elle soit fonctionnelle, donc les fonctions régaliennes de l'entreprise, qu'elle soit finance, HR, legal, communication, mais également les fonctions opérationnelles. Donc les opérations à proprement parler sur nos lignes industrielles, la supply, comment on approvisionne, le sales and marketing, comment j'adresse mes clients au travers de nos solutions. C'est un enjeu majeur et une transformation aussi qui est différente. C'est-à-dire qu'on a une imbrication très forte désormais, plus en exécution, mais effectivement en pilotage de la transformation. On parle souvent, mais ce mot a été beaucoup utilisé, de la transformation digitale. Qu'est-ce que la transformation digitale? C'est pour de vrai, effectivement, transformer les chaînes de valeur de façon à pouvoir donner aux collaborateurs les moyens d'action, à la fois d'efficacité, mais également de capacité à mieux adresser nos clients ou mieux servir nos clients. Pour vous donner un peu de matière autour de ça, on a commencé assez tôt, au final, pas par la fonction la plus évidente, en tout cas, pour Saint-Gobain. Ça a été autour de la fonction juridique. On a parlé de textes de loi. On a d'abord traité, nous, ce qu'on appelle les documents d'enregistrement universel. Donc, ce sont des documents pour l'ensemble des entreprises du CAC et au-delà. Ça représente plus de 700 pages de PDF. Évidemment, un être humain a une grande difficulté à retenir 40 fois 700 pages. L'intelligence artificielle, l'intelligence générative, dans sa capacité à venir synthétiser cela, nous a permis effectivement de sortir très rapidement c'est quoi la rémunération, c'est quoi la politique, c'est quoi la présidence ou la gouvernance de l'entreprise, permettant effectivement de se mettre en adjonction à ce qui se passait chez nos collègues. Donc ça a été, je dirais, l'aspect vraiment accès à l'information, capacité de synthèse et augmentation de productivité. Au-delà de ça, on le voit dans nos lignes industrielles, ça a commencé assez tôt, c'est la capacité d'utiliser ça directement sur des automates, donc sans intervention humaine. Quand on vient découper du verre, un des enjeux, c'est limiter la perte, le déchet des plaques de verre. On vient venir apprendre effectivement les défauts sur le verre de façon à maximiser l'utilisation et éviter la réutilisation abusive de ressources naturelles. Donc ça, c'est un enjeu. On touche à l'eau et également moins consommée au travers d'algorithmes qui proposent des décisions. Dans ce cas-là, c'est les êtres humains qui pilotent encore les lignes, ou encore sur l'aspect énergétique qui nous a beaucoup aidé, en tout cas sur la crise énergétique que nous avons connue. On va plus loin que ça, effectivement, sur des aspects transformationnels. Donc désormais, on voit que Saint-Gobain organisé en régions, donc en régions mondialisées, Europe du Nord, Europe du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Inde, APAC. Ces régions viennent se saisir de façon stratégique de ce sujet-là. De façon stratégique à la fois dans la demande, c'est comment au final je viens faire transiter les idées, les besoins, les pain points, vers la réalisation, et une étape importante et sur laquelle j'axe beaucoup au final cette communication, c'est autour de l'évolution des rôles des personnes. On a parlé de effectivement le fait de dire est-ce qu'on va en disruptant effectivement certains métiers perdre des emplois. Alors je prendrai un exemple assez simple en tant qu'industriel, ça a été l'automatisation de nos lignes de production sur lesquelles effectivement on n'a pas forcément perdu de l'emploi, mais on a effectivement redispatché l'emploi de façon extrêmement différente. Je prendrai un exemple simple, nous n'avons plus personne qui tire des plaques de plâtre sur une ligne de production. Par contre, on a des ingénieurs qualité qui vérifient cela, ou des ingénieurs process qui s'assurent que l'évolution des process est en ligne avec les degrés de qualité et les volontés de création de produits.
Donc c'est un aspect important parce que souvent minimisé, on pense à construire le modèle, on pense à l'utilisation du modèle, on pense assez peu au final à l'évolution des rôles des personnes. Encore une fois, quand on touche à des parties communication pour créer des contenus pour l'ensemble de Saint-Gobain, on doit apprendre aussi ces deux métiers, je dirais, qui vont synthétiser autour de « je viens piloter la connaissance », donc je dois pouvoir savoir être le gardien de la connaissance qui est injectée dans le modèle, permettant de l'enrichir, de le mettre à jour, savoir que mon DEU est de cette année et pas d'une année précédente, mais également la capacité à maîtriser l'output, la sortie de ces modèles, pour savoir qu'il est toujours de qualité, fiable, et sur lesquels mes décisions sont toujours pérennes. Je finirai en deux axes. On a parlé de modèles, on a parlé de précision, sur l'automatisation. On apporte une grande notion autour de la certification. Certification autour de la capacité à dire « je viens contrôler la qualité systématique de mes modèles de façon à pouvoir l'introduire, remplacer des tâches et pas mettre à côté des collaborateurs des tâches sur lesquelles ils doivent vérifier, sur lesquelles le gain opérationnel est assez peu perceptible. C'est un enjeu majeur. Encore une fois. L'autre partie, c'est sur l'aspect gouvernance. J'ai parlé de gouvernance de la donnée, c'est essentiel puisqu'on a besoin d'informations. C'est également la gouvernance en termes d'utilisation de ces modèles. C'est comment j'utilise ces modèles. On a déjà mis en place une structure permettant de mettre les fonctions qui contrôlent le risque, donc tout ce qui est cyber, tout ce qui est légal, DPO, mais également fonctionnel, permettant de dire effectivement dans l'utilisation, dans la volonté d'utilisation, dans la motivation de l'utilisation de ce cas d'usage, je peux effectivement tracer. C'est aussi la mise en place, on utilise des cloud providers, des Microsoft notamment. C'est la capacité à venir sécuriser cela dans un environnement privé, permettant aussi d'avoir la main sur les échanges entre Microsoft et nous, permettant, encore une fois, de s'assurer du bon fonctionnement, mais aussi de la gouvernance. On voit que c'est actif, puisqu'on a déjà eu, effectivement, des alertes permettant, effectivement, d'arrêter un certain nombre d'usages qui étaient répréhensibles par la loi. Donc voilà, donc c'est un domaine sur lequel Saint-Gobain continue d'accélérer. On a une étape de mise à l'échelle, de factualisation, je dirais, des gains de productivité, mais aussi des opportunités pour nos clients. On est leader sur notre marché, on porte aussi un écosystème de petites, moyennes entreprises, les artisans, on couvre plus de 500 000 artisans en France notamment. C'est comment on aide tout un secteur effectivement à venir se saisir de ce sujet-là et de mettre à disposition aussi dans nos chaînes de valeur la capacité d'utiliser ces outils de façon à produire mieux collectivement et encore une fois à progresser tous ensemble. Merci à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci de me recevoir également. Donc, je suis Isabelle Hilali, je suis la présidente de Datacraft. Nous, on est un peu un écosystème particulier puisqu'on est un club. On est une start-up qui existe depuis 4 ans, mais on a un modèle de club qui permet un échange de bonnes pratiques entre data scientists, data ingénieurs. Et on a imaginé Datacraft parce qu'il y avait un besoin de se former en permanence, mais il y avait aussi un besoin de collaborer, d'échanger des bons procédés. Donc c'est comme ça que l'aventure est née. Aujourd'hui, on fédère 39 entreprises. Alors des acteurs comme Accor, Airbus, Bouygues, mais aussi des acteurs publics. J'ai vu que vous aviez aussi fait beaucoup de travail avec les acteurs publics. Donc on a les hôpitaux de Paris, l'URSSAF, la Marine nationale, le CNES, qui sont membres du club, mais également des startups et presque 700 chercheurs et freelances aussi. Et donc c'est un peu à ce titre-là que je vais témoigner devant vous, à la fois de tous les sujets qui sont adressés à travers le club. Donc on a à la fois des activités très techniques, puisque toutes les semaines, il y a des ateliers où nos membres peuvent coder ensemble et puis se montrer des bonnes pratiques et accélérer leurs projets. Mais on a aussi une grosse activité qui est faite pour les différents métiers, puisqu'on l'a vu à travers tous les témoignages. On voit que
c'est de moins en moins finalement l'intelligence artificielle réservée à des profils tech et de plus en plus l'ensemble de l'entreprise s'en empare. Donc dans les sujets qu'on adresse et sur la partie durabilité, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment des sujets techniques. Et alors on voit qu'il y a que l'intelligence artificielle générative génère beaucoup de questionnements. Finalement, au début, ça restait plus entre spécialistes, les choix des algorithmes, des bibliothèques. Mais de plus en plus, on a des questions qui arrivent plutôt des directions, qui sont les sujets de sécurité, qui sont les sujets d'environnement aussi qu'on va choisir. Est-ce que, on voyait, c'était un petit peu abordé par mes collègues précédemment, est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on a besoin d'avoir les compétences en interne ou est-ce qu'on prend des solutions sur étagère, est-ce qu'on fait un mix des deux en améliorant et en customisant des modèles existants. On a des sujets d'industrialisation aussi qui sont très importants parce qu'entre le fait d'avoir des solutions un petit peu en mode test et puis des solutions très industrielles, il y a un énorme pas à franchir. Donc on voit que ça, c'est vraiment une des grosses problématiques de l'ensemble de nos membres, quelle que soit leur taille. Et puis après, si on regarde les sujets de durabilité, on voit bien que même si parmi nos membres, on a principalement les métiers liés à la data science, il y a des grosses questions sur en fait comment on pense la société de demain, à la fois avec des sujets sur la responsabilité des entreprises. Donc ça a commencé au départ sur comment on garantit, nous, le fait qu'on sera toujours là dans quelques années, à la fois en ayant les talents nécessaires. C'est un sujet qui a été évoqué, ce sujet d'avoir les bonnes personnes. Donc on est parti beaucoup de la guerre des talents, mais aujourd'hui la grosse question c'est qui on forme dans l'entreprise. Et on voit qu'on a différentes réponses qui sont données. On a des discussions, par exemple, avec la Marine nationale. Est-ce qu'on forme tout le monde? Est-ce qu'on forme que certaines personnes? Avec d'autres entreprises qui sont, est-ce qu'on va plutôt former les cadres, plutôt des profils techniques? Moi, je vais juste vous donner mon avis personnel qui vaut que ce qu'il vaut, mais je pense qu'on ne sait pas tout à fait d'où l'innovation va venir. Et donc, c'est très intéressant finalement de partir sur des gens qui ont envie d'être formés et de voir ce que ça donne. Donc, laisser quelques personnes dans l'ensemble de l'organisation se former. Ils seront des ambassadeurs et en plus, comme on ne sait pas complètement d'où l'innovation à échelle va venir, c'est extrêmement intéressant. Il y a des sujets très importants qui sont de repenser le futur du travail de deux façons, à la fois l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers. On voit, nous on échangeait avec certains, il y a vraiment cette question de... Effectivement, ça peut faire gagner du temps. Je ne sais pas, vous êtes dans la communication, par exemple, vous allez pouvoir utiliser beaucoup d'outils pour vous accompagner dans ce que vous faites. Et donc, la vraie question, et il y a une grosse responsabilité de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Alors, j'aimais bien, on parlait dans le passé du coup, ça peut permettre d'avoir des ingénieurs qualité. C'est pas nécessairement... il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui arrivent, mais il y a en tout cas, il y a une vraie responsabilité à avoir, je pense, au niveau de l'individu, du parent, du chef d'entreprise et aussi des institutions, de penser à ce qu'on va faire de ce temps-là, parce que c'est sûr qu'il y a une évolution, en tout cas, qui est faite. Nous, on a des sujets aussi, alors on travaille beaucoup sur les sujets tech, mais on a beaucoup de sujets, notamment RH, qui sont abordés dans le cadre du club, les relations sociales, par exemple. Comment on donne des outils à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent se positionner sur l'utilisation de l'IA qui est faite dans leurs entreprises. Je ne sais pas si vous avez fait des auditions de syndicats, mais nous, on en a qui sont venus au club pour témoigner de comment ils s'emparaient du sujet. J'avoue qu'à titre personnel, je n'y avais pas spécialement pensé et c'était assez intéressant de voir qu'il y avait cette réflexion-là. Et puis ensuite, on a tous les sujets justement de durabilité, donc à la fois l'impact environnemental qui commence alors, je dirais, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Après, la prise en compte, elle se fait assez doucement.
Et je dirais que c'est assez étonnant parce que sur tous les modèles d'IA sur lesquels on travaillait ensemble, il y avait une vraie prise de conscience avec l'IA générative. J'ai l'impression que là c'est un peu tout le monde expérimente sans plus trop se poser ces questions. On se questionne beaucoup en ce moment sur les sujets de sécurité avec l'IA générative, un peu moins sur les questions de quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces solutions, quel est leur impact. Bon, je pense que c'est un effet de jeunesse et qu'on va revenir aussi à ces questions d'impact environnemental, ne serait-ce que parce qu'il y a un coût associé à ces solutions et à leur utilisation, et donc rien que ça, ce sera probablement, ça permettra de remettre aussi les discussions sur l'impact environnemental et la durabilité aussi d'utiliser ces solutions-là. Peut-être que dans les sujets intéressants à partager, nous on voit la grosse importance de la collaboration entre... C'est peut-être parce qu'on fédère cet écosystème, hein, mais de la collaboration entre les acteurs publics et privés, entre la recherche et le monde de l'entreprise. On n'est pas toujours les plus forts en France sur ces sujets-là. Et on voit que ça va très vite et qu'il y a des enjeux tellement importants qu'il y a vraiment à la fois des collaborations à mettre en place entre les entreprises. J'aimais bien la réflexion, je ne sais plus lequel de vous deux l'a faite, mais sur le rôle des grandes entreprises par rapport à leur écosystème, puisqu'on voit bien quand même que sur les sujets d'IA, il y a une vraie avance des grandes entreprises par rapport aux TPE et aux PME. Donc il y a un vrai rôle de chef de file qu'on voit d'ailleurs hein, dans le cadre d'une filière qui est importante. Peut-être un sujet pareil de réflexion. Nous on voit que finalement, il y a assez peu de collaboration publique-privée, mais il y a aussi assez peu de collaboration défense civile. Et on voit que c'est vraiment des sujets sur lesquels chacun a à apprendre de l'autre. Il y a des savoir-faire de part et d'autre. Donc nous, on essaye de favoriser ces collaborations. Et puis peut-être pour terminer, les sujets d'IA frugale qui ont été évoqués. Donc l'IA frugale, en quelques mots, hein, ça peut être... Nous, par exemple, chez Datacraft, on a commencé la réflexion sur ces sujets-là, notamment à la demande de Airbus Defence and Space, qui faisait de la maintenance prédictive, dont on parlait, avec assez peu de données, parce que quand vous fabriquez quelques pièces par an... vous avez assez peu de données pour faire des modèles prédictifs. Et donc, on a beaucoup réfléchi à comment on peut modéliser avec peu de données. Donc, c'est l'IA frugale. Et puis, c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est aussi questionné sur comment on utilise des solutions d'IA de façon frugale, pas simplement quand on a peu de données, mais aussi parce que ça a un coût, et ça a un coût financier et ça a un coût environnemental. Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on se pose collectivement sur utiliser plutôt Python qu'un autre langage, utiliser l'IA ou pas, quelle solution d'IA générative, est-ce qu'il vaut mieux entraîner beaucoup, est-ce qu'on réfléchit plutôt à des modèles qui sont spécialisés que des modèles qui font tout. Donc on voit qu'on en est au début, enfin à la fois ça fait très longtemps, je suis d'accord avec vous, hein, alors c'était pas le mot IA, mais en tout cas l'utilisation des informations de façon avec des moyens informatiques, ça fait longtemps que ça se fait, mais nous on considère qu'il y a une grosse accélération et en tout cas nous on essaye de contribuer au fait qu'il y ait vraiment des collaborations, voire des alliances sur ces sujets-là, parce qu'il y a des enjeux économiques et de société très importants. Merci. Merci, et on va terminer avec un angle climat. Et après, alors j'excuse parce qu'au fur et à mesure, je vois nos collègues partir, mais il s'avère que l'actualité, on a pu tenir cette réunion, mais malheureusement, un grand nombre ont des impératifs à 19h30, 19h45, voilà. Donc la phase des questions sera peut-être du coup réduite. Je m'en excuse, mais bon, on est tous un peu tributaires de ce qui se passe autour de nous. Si vous permettez, je me suis excusé pour mon retard et je vais m'excuser parce que dans 5 minutes, je dois partir pour les mêmes raisons qu'a expliqué Christine Lamarde. Voilà, bon, je suis vraiment désolé, mais dans 5 minutes, je suis vraiment obligé d'y aller. Merci. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs.
C'est l'honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et mon texte est chronométré. Je suis Hélène Maksimovic, docteur en climatologie et la fondatrice d'une entreprise innovante. Je crée les technologies basées sur l'intelligence artificielle pour cartographier les extrêmes climatiques, tels que les sécheresses, les incendies et les inondations. Je voudrais vous parler de la manière dont l'intelligence artificielle est utilisée pour la modélisation des inondations. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la détection des zones à risque, celles qui n'ont pas été touchées au cours des 20 dernières années, d'après les observations par satellite, mais que l'intelligence artificielle identifie comme les zones à risque dans le futur. Je vous rassure que ce n'est pas de la science-fiction. Les assureurs français ont affirmé avoir déboursé un total plus de 16 milliards d'euros en 2022 et 2023 à raison des catastrophes climatiques, dont 60% pour les inondations. En France, l'inondation, c'est le premier risque climatique en termes d'importance des dommages et du nombre de communes concernées. Il est à rappeler que le budget prévu pour les inondations par la Caisse centrale de réassurance est inférieur à 1 milliard par an. On voit bien que les pertes effectives sont incomparables au budget dédié. Voici un autre chiffre scientifique. En France, en moyenne, 45% des réclamations pour l'inondation, dont presque la moitié des réclamations, sont en dehors des zones inondables officielles. 45% chaque année. Cela signifie que les cartes d'inondation officielles doivent être révisées plus fréquemment qu'une fois tous les 10 ans, avec les méthodes différentes et non seulement avec les données du passé, mais surtout avec les prédictions pour le futur, quand le font en interne les compagnies d'assurance. L'intelligence artificielle permet de faire la cartographie détaillée des inondations futures et des pertes économiques futures pour chaque commune avec une échéance au-delà des prévisions météo à 5, 10 et 50 ans à venir. L'estimation des pertes économiques futures permettrait d'évaluer le budget nécessaire pour les communes afin de réviser les protections contre les inondations et, si besoin, construire de nouvelles défenses. Si seulement c'était la seule chose à faire, ce serait trop facile. Aujourd'hui, la dette de l'ensemble des communes s'élève à environ 60 milliards d'euros, soit en moyenne 1 000 euros par habitant. Cette dette ne fait qu'augmenter avec les catastrophes naturelles, chacune plus grave que la précédente. Trouver de nouvelles sources de financement autres que la dette est urgent pour répondre aux besoins des communes confrontées aux inondations. À l'occasion, je serai ravie de vous présenter le nouveau concept de financement pour les communes. Cette solution pourrait voir le jour grâce aux technologies basées sur la modélisation prédictive du risque futur, construite avec l'intelligence artificielle et les méthodes existantes de modélisation économique utilisées par les assureurs. Il faut savoir que les assureurs ont les meilleurs algorithmes pour évaluer les pertes attendues pour les risques climatiques futurs pour les prochains 5, 10 et 50 ans. Aujourd'hui, la solution dont nous avons besoin pour soutenir les communes et apparemment aussi le groupe Alstom, c'est un nouvel instrument de financement pour les projets d'anticipation et de prévention. Un instrument autre que la dette ou l'assurance pour les catastrophes naturelles. Avec ce nouveau financement, les communes n'auront plus besoin d'emprunter pour nous protéger. En conséquence, non seulement le prix de l'assurance va diminuer grâce aux investissements dans l'infrastructure, mais aussi de nouvelles opportunités économiques seront possibles dans les communes bien protégées. Un autre point positif. Grâce à ces nouvelles méthodologies scientifiques pour la cartographie des risques d'inondation, les communes seront mieux informées pour tout nouveau projet de construction immobilière. Pour la sécurité de notre population, l'anticipation et la prévention du risque doivent être au cœur de la finance durable. Climatologue, data scientist, chercheur et expert du GIEC, je suis convaincue que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur notre sécurité face aux inondations, ainsi qu'aux autres risques climatiques. Je suis d'avis que la recherche académique indépendante est au cœur de l'innovation, autant dans les sciences naturelles et les sciences économiques. Apprenons du passé, préparons l'avenir et assurons-nous que les communes soient informées
équipée, protégée et résiliente, avec des instruments financiers efficaces en place. Madame la Présidente, pour répondre à votre question concernant les modèles ouverts, je confirme que nous utilisons les modèles ouverts et les open data. Donc l'exercice consiste à utiliser les modèles ouverts et les adopter en cas d'usage très spécifique et complexe. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et vous ne pouviez pas mieux terminer avec ce sujet des catastrophes naturelles qui occupe très largement l'agenda du Sénat, quelle que soit la session. Voilà, c'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations et je pense qu'on sera amené à, à poursuivre les échanges, notamment pour les travaux sur IA et environnement de la délégation à la prospective. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des réactions après? Oui, Nathalie Delattre. Merci. Un témoignage, puisque je représente le Sénat au conseil d'administration de l'établissement public de sécurité ferroviaire. Et en fait, ils vont mettre au point une IA sur la prévention, très intéressante, qu'ils vont nourrir des données. C'est 125 000 accidents annuels, je crois, de mémoire, sur le réseau ferroviaire. Donc ils vont rentrer les données 2021-2022 pour savoir s'ils auraient pu, si cette IA aurait pu, IRA aussi peut-être, mais cette IA aurait pu prévoir les incidents 2023. De toute manière, il commence en fait, et si ça aurait pas, si il y avait là un problème prévisionnel, c'est vrai qu'il y a peu de données sur 2 ans, donc c'est commencer à nourrir cette IA pour que la prédiction soit de plus en plus fiable. Donc je trouve ça très intéressant parce que là, il s'agit aussi de sauver des vies humaines sur ce réseau. Ça, c'était le témoignage. Il n'en reste pas moins que ce sont des données très sensibles. Et c'est là où je vais vous poser une question. Donc, et donc, ça rejoint la cybersécurité. Est-ce que vous êtes les référents cybersécurité? Vous travaillez avec des référents cybersécurité parce que ça dépend de la taille de l'entreprise. Vous travaillez avec l'ANSSI. Comment ça se passe? Et une autre question subsidiaire, parce que moi je travaille beaucoup avec les hackers éthiques, je pense que nous n'allons pas pouvoir continuer à nourrir l'ANSSI de fonctionnaires et qu'à un moment donné il nous faut une réserve opérationnelle parce que dans vos entreprises vous avez des hackers éthiques, c'est évident, des passionnés d'informatique qui pourraient être d'une réserve opérationnelle. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose qu'on les prenne toutes à la suite. Bernard, non? Anne-Marie. Alors moi, j'avais juste une question. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler investissement et en même temps amélioration des processus. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes à l'équilibre, qu'aujourd'hui, l'investissement l'emporte sur les gains économiques pour vos entreprises, ou est-ce qu'on est déjà dans une phase où les gains économiques sont supérieurs à l'investissement? Donc, pour répondre, je vais commencer par la dernière question de façon assez directe. Aujourd'hui, on investit plus qu'on récupère. On est encore dans des phases, Benoît évoquait la mise à l'échelle. On a beaucoup de choses qui sont déployées en trop petit nombre aujourd'hui et avec un niveau d'adoption dans les usages quotidiens qui n'est pas encore suffisamment élevé pour avoir le gain complet. Donc il y a des cas d'usage plutôt anciens, j'évoquais la maintenance prédictive, où effectivement on commence à être dans une phase positive. Par contre, il y a eu une accélération les 2 dernières années, et là il y a vraiment une bascule d'investissement à la fois pour la productivité interne, mais aussi parce qu'on voit bien nos concurrents se positionner. Nous, en l'occurrence, on a un concurrent allemand et un concurrent japonais qui sont particulièrement présents sur au moins en termes de communication sur ça. Donc on est en accélération d'investissement de façon relativement significative.
Sur le deuxième sujet, sur la cybersécurité, c'est au cœur de nos processus. Donc on n'est pas nous-mêmes, enfin moi je ne suis pas référent cybersécurité, j'ai une formation de cybersécurité, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie des discussions quotidiennes. J'étais avec les chemins de fer sud-africains ce matin, la moitié de la discussion ça a été sur la cybersécurité. Donc c'est évidemment au cœur de notre problématique. L'intelligence artificielle expose de nouveaux risques. Néanmoins, on est quand même dans la même nature et on a des données à protéger. Je dirais qu'en termes de processus, il y a moins de rupture que dans les termes d'usage tels qu'on l'observe aujourd'hui. Mais maintenant, ça fait plusieurs années que c'est au cœur de nos processus. On ne peut pas développer un système sans qu'il ait été tamponné par une structure à côté. Et je ne suis pas assez compétent pour répondre à la dernière question, mais je la note parce qu'elle est très intéressante et je vais la poser aux équipes chez nous. Je veux bien apporter aussi une réponse. Déjà, un témoignage, le PSF, je peux témoigner de leur dynamisme sur ces sujets. Et nous, ils sont membres du club et j'avoue, on a été très étonnés parce que ce n'est pas nous qui sommes allés les chercher, ils nous ont trouvés... Donc vraiment, je témoigne de leur dynamisme. Tout à fait, exactement. Donc vraiment, on a été très impressionnés en fait à la fois leur ambition et en même temps la façon très pragmatique dont ils gèrent les choses. Les sujets cyber et IA, alors nous, c'est des sujets qu'on trouve extrêmement intéressants. À titre personnel, je connais bien les deux. Et jusqu'à présent, je trouvais qu'il y avait vraiment plutôt en fait, deux univers qui se parlaient, mais pas tant que ça, avec deux cultures assez différentes quand même. Je dirais, si je prends vraiment le data scientist type, il est extrêmement dans la collaboration et la partie cyber, c'est un peu moins sa préoccupation historiquement. Et à l'inverse, en tout cas, ces deux univers qui se parlaient assez peu, ça fait 1 an que, pour le coup, ça change complètement. Le dernier salon cyber à Lille parlait que de ça, en fait. Comment on rapproche les deux univers et comment des choses se font ensemble. Donc c'est très intéressant et c'est amusant, votre dernière question. Pour le coup, c'est un sujet auquel on réfléchissait aussi. Nous, on a fait, y compris avec cette notion de réserve, puisqu'on... Donc... En tout cas, nous, c'est un sujet qu'on avait un peu imaginé et on trouve qu'il y a des choses intéressantes à mener. Donc, merci. Pardon, excusez-moi. Je vous invite à aller voir un hackathon ou un bug bounty. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, ils sont autorisés sur les ONG. Moi, j'accompagne Hack for Values. On a pu le faire à Bercy. Ça sauve des vies humaines parce que ce sont des failles qui sont trouvées, etc. Et par des gens passionnés qui, de toute manière, vont y passer leur nuit. Donc autant, il faut mieux qu'on les fasse tomber du côté hacker éthique alors, aux États-Unis, les entreprises donnent des primes, sont capables de donner plusieurs milliers de dollars, voire millions, selon les GAFAM. En France, on a déjà du mal à les protéger comme lanceurs d'alerte. On n'a déjà absolument aucune reconnaissance envers eux, d'où l'idée de la réserve opérationnelle pour leur donner un statut à part entière et effectivement commencer à les reconnaître. Je pense qu'on est très en retard en fait sur ce sujet-là. Et puis c'est de la main-d'œuvre qui va être très intéressante. Pour eux, c'est un jeu. Alors Saint-Gobain, on reste une entreprise assez pragmatique sur les investissements et je donnerai un chiffre. C'est une initiative dans la distribution, enfin plus qu'une initiative, puis ça a été utilisé pour retenir les clients qui étaient sur le point de partir, un investissement de, je dirais, 500 000 € à peu près, un gain de 1% du chiffre d'affaires, ce qui représente sur le périmètre distribution, qui est maintenant de 10 milliards. À l'époque, on était sur un périmètre actif de l'ordre de 5 milliards, donc 50 millions d'euros. Donc les gains sont effectifs, forts, multiplicatifs en termes d'investissement. Ça ne veut pas dire que ça marche sur tout, mais pour autant, on est vraiment dans cette culture du principe de dire on doit pouvoir avoir un modèle économique permettant de nous-mêmes investir dans les sujets d'innovation. Donc c'est vraiment cette culture d'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, sur le principe de dire on sait piloter nos investissements. Sur la partie cyber, Saint-Gobain est bien positionné pour connaître ce qu'est une attaque cyber, puisqu'on a connu NotPetya en 2017, ce qui a créé sans doute un choc de réalité,
puisque une fois qu'on est au papier au crayon pendant un mois, effectivement, on revoit un monde un peu différent que l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a créé des solutions, des plateformes, la notion de plateforme sur lesquelles l'ensemble des pays au niveau mondial les utilisent et qui sont sécurisées par design. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça permet effectivement de venir encadrer tout un tas de risques, que ce soit des risques économiques, de perte de données, qu'elles soient confidentielles notamment, mais également le fait de se dire effectivement on vient protéger l'environnement dans son utilisation. Quant au dernier point, on suit activement l'ANSSI sur ces recommandations de façon très proche et sur laquelle on est assez ouvert à contribuer plus avant. J'ai peut-être un témoignage de mon côté, mais j'ai compris qu'il fallait faire vite. 3 minutes. En termes d'investissement, en fait, alors nous on a un peu de cascade puisqu'on assiste des clients, donc des entreprises, dans leur démarche d'IA, et puis par ailleurs on a notre propre démarche de R&D. Dans notre démarche de R&D, je peux vous dire qu'on est encore en phase d'investissement, et aujourd'hui nous tablons en fait sur un retour dans les 4 ans qui viennent. En fait, ce sont les années clés là en ce moment qui se jouent. Donc c'est ce sur quoi nous tablons. Après, sur ce que nous faisons pour nos clients, il y a vraiment de multiples cas très concrets sur lesquels effectivement il y a un gain immédiat, et puis avec effet de levier. Quand on prédit des ventes à 6 semaines, en fait, c'est des gains sur le besoin en fonds de roulement, sur les stocks, sur la logistique. Donc c'est très 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 démultiplicatif. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, je sais pas. Voilà. Donc oui, il y a des cas d'usage qui immédiatement procurent des gains très forts, et puis d'autres qui changent les comportements des utilisateurs. C'est le fameux utilisateur augmenté, et où là on va faire des gains, mais qui sont 3 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Donc derrière, il faut les matérialiser. Donc, il y a une organisation à reprocesser derrière. C'est pas que de l'IA en fait. Sur la partie cyber, moi je prends note pour mes collègues de la cybersécurité chez moi qui vont être très intéressés par le sujet, j'en suis certain. Donc c'est vraiment un sujet intéressant. Juste un petit point de détail, il y a quand même des enjeux de cybersécurité sur l'IA un peu particuliers. Dans les sujets d'empoisonnement, voilà, il y a quelques sujets un petit peu différents d'habitude, même si la plupart des risques sont oui, très standards. Mais on a utilisé un modèle open source. Il a un avantage, c'est que tout le monde peut le scruter, le regarder et le tester. Mais sur des milliards de paramètres, il y a toujours un risque. Enfin, il y a toujours. On espère justement que tous ces tests permettent d'eux. Il peut y avoir des risques. Désormais, il y a certaines littératures scientifiques qui expliquent qu'on peut aller, entre guillemets, cacher des instructions dans certains neurones et donc les activer par un prompt. Donc si vous faites un chatbot et que tout à chacun peut activer pile poil la bonne séquence, vous allez lui faire exécuter. Enfin, il peut éventuellement donner des informations que vous n'avez pas à avoir. Donc typiquement, c'est des nouveaux risques. Voilà. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Alors c'est vraiment de la publication scientifique, c'est ultra expérimental, dans des conditions très particulières. Donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il y en a partout, c'est pas vrai. Mais voilà, il y a quand même des nouveautés qui surgissent. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Glavas, vous voulez ajouter un dernier mot de conclusion. Alors, tout à fait. Non, j'espère que voilà, cet échange à la fois sur le baromètre et puis ce check de réalité avec les entreprises aura pu vous aider à avoir une meilleure vision de ces sujets-là. Alors, comme l'a dit Laurent, on a encore beaucoup de travail. Et comme l'a dit Elena aussi, la recherche sur ce sujet, je pense qu'elle est importante, pas uniquement sur l'aspect technique. Je pense que la question des sciences sociales est aussi important dans l'analyse et dans la compréhension du phénomène qu'est l'IA générative et de son impact. Je pense qu'on a fait l'année dernière notre conférence inaugurale
en présence de Cédric Villani, qui est quand même un technicien, un mathématicien. Et son point était de dire que la question de l'IA doit être également et principalement vue par les sciences sociales. Voilà, donc ce sera mon mot de la fin. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour venir faire cette présentation et l'ont fait de bonne foi et avec beaucoup de travail derrière. Donc merci beaucoup. Merci. Et juste peut-être, parce que donc, cette audition, elle a été captée, il sera possible de la voir, enfin de la revoir et en tout cas d'en donner le lien aussi, parce que je pense que vraiment c'était intéressant d'avoir cette partie photographie et puis ensuite d'être illustré par des exemples concrets. Et juste pour savoir si ce baromètre il est téléchargeable, enfin rendu public et où, comme ça ça permettra à tout le monde de pouvoir aller le consulter. Alors, vous l'avez eu en exclusivité et on va évidemment le rendre public dans les semaines qui viennent, qui va être rendu public sur le site alors de Mazars et de l'ESCA, ainsi que toutes les données qui sont contenues. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une partie des questions qui va aller à la recherche académique. Donc cette partie-là ne sera pas rendue publique avant que la recherche ne soit publiée. Voilà. Mais sur le baromètre que vous avez entre les mains, il sera rendu public et gratuit, évidemment, sur notre site incessamment sous peu. Eh ben, merci beaucoup à tous les 6 d'être venus et un peu désolé de ces conditions d'organisation qui sont inhabituelles, mais bon, le climat est inhabituel.